All right. Comment allez-vous, tout le monde? Ça va bien? Ah, j'ai besoin de beaucoup d'énergie, OK? Beaucoup d'énergie, parce que le financement, là, on va se dire, c'est plate. Right? Personne n'aime ça, s'endetter. Right? Il y a personne qui dit, ah, j'ai hâte d'aller chercher du financement. Par contre, ça fait partie des choses de la vie. Alors, d'abord, pour commencer, on va parler du financement créatif. Qu'est-ce que ça veut dire créatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher du financement à 80% de financement, 20% de mise de fonds, 100% de financement. Est-ce qu'il y a du monde ici qui a une idée de c'est quoi du financement créatif? Pas tous en même temps? Oui, ici, là-bas? Ouais, dis-moi. Ouais? C'est quoi du financement créatif? Oh, il va y avoir de l'interaction ici, là, donc on va garder ça. On a déjà fait un financement créatif pour une bâtisse à Laval. Oui. Où est-ce que la valeur économique ne représentait pas le prix demandé? Ça ne rentrait pas, qu'on a fait du créatif pour aller chercher peut-être un fond de l'argent pour financer la bâtisse. Ça ne répond pas à la question, donc. Non? Oui, là-bas? Des prêts non conventionnels. Et souvent, quand on parle de financement créatif, on parle de 100% de financement. Yes, 100% de financement. Il y a des mondes qui vont tomber de la chaise, donc attachez-vous. Okay? Donc, on va vraiment donner des trucs, conseils pour aller chercher le maximum de financement. On va voir comment ça fonctionne ici. All right! C'est qui ce beau bronzé devant vous? D'où vient-il? Pourquoi il y a un nom différent? C'est pas comme Tremblay. C'est Sirojane Kalishilinga. Right? Alors, d'abord, je suis originaire du Sri Lanka. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été au Sri Lanka ici? Oh, mon ami Guy. J'adore. Donc, le Sri Lanka, c'est une île. C'est une petite île en dessous de l'Inde. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. J'aime ça parler de mon histoire. Ça donne une perspective de la vie. Alors, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Mes parents se sont sauvés de la guerre civile, du génocide, pour avoir une meilleure qualité de vie ici. Je commençais le courtage à l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, vous me donnez quel âge là, ici? 23? Oh, nice, j'aime ça. Aujourd'hui, j'ai 31. OK? À l'âge de 22, j'avais encore des poils de bébé, on ne me prenait pas au sérieux, j'avais beaucoup de difficultés. Donc, j'avais une seule option, devenir le meilleur courtier hypothécaire qui connaît sa matière pour vraiment gagner la notoriété, gagner la crédibilité. Donc, je n'ai jamais lâché toutes ces années-là parce que le courtage hypothécaire, c'est compliqué, c'est complexe. Il faut bâtir un nom, il faut connaître tous les produits. On a accès à plusieurs types de banques, on a plusieurs prêteurs. Donc, rapidement, mon histoire, j'étais à l'université en Concordia, en finance, j'étudiais en finance. Et à un moment donné, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, on n'apprenait pas trop à l'école, on n'était pas passionnés, on n'aimait pas la façon que les professeurs nous enseignaient. Donc, j'ai quand même décroché l'école. Et moi, j'étais un garçon qui aimait ça, savoir où aller dans la vie. Il y avait toujours des grands objectifs, des grands rêves. Alors, j'étais un peu perdu durant ce moment-là. Je dirais que c'est le seul moment de ma vie où j'ai senti une certaine dépression. Je suis capable de m'auto-motiver tout seul, parce que j'ai eu une vie difficile, donc j'ai une carapace qui me permet d'auto-motiver toute seule. Mais ce moment-là, j'étais perdu. Et là, il y a un ami, je me rappelle comme c'était hier, j'étais sur la 40 avec mon ami côté passager. Il m'a dit, Sirojane, t'es pas un gars comme ça. Pourquoi tu ne rentres pas dans l'immobilier? J'ai dit, l'immobilier, c'est intéressant. Comme quoi? Ben, courtier immobilier, non, courtier immobilier. Je vous adore les courtiers immobiliers, mais moi, vendre des maisons, ça ne m'intéresse pas. Alors, il m'a dit après, courtier hypothécaire. Il dit, c'est quoi un courtier hypothécaire? Ah, je connais un monsieur qui travaille du Vietnam, qui faisait des hypothèques ici au Québec. Je dis, wow, c'est quoi ce boulot? Je vous rappelle qu'en 2016-2017, c'était pas si populaire travailler à distance. Donc, pour moi, c'était comme un travail de rêve, travailler de partout dans le monde, être sur la plage, faire du financement. Je trouvais ça incroyable. Donc, je suis allé sur Google, j'ai écrit, c'est quoi un courtier hypothécaire? Et là, j'apprends que le courtage hypothécaire, c'est travailler avec plusieurs banques, c'est un service qui est gratuit pour les clients.
Alors, je dis, wow, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Sur un coup de tête, je m'inscris à l'école et j'apprends c'est quoi vraiment le métier. Et durant mon parcours à l'école, ça a bien été, j'ai passé rapidement, mais c'est après que j'ai remarqué que c'est tellement difficile le courtage. Tu dois faire un nom pour toi-même. Right? Et tout de suite après, et la raison pourquoi je vous dis ça, dans une conférence comme ça, c'est une conférence de Multiprêt. Vous connaissez tous Multiprêt, le cabinet Multiprêt. J'étais avec eux dans le passé. Là, je rencontre le monsieur qui travaillait du Vietnam. Il est de retour au Québec. Là, je suis comme, c'est quoi les chances? Donc, je m'en vais le voir. Il dit, man, c'est grâce à toi que je suis dans le courtage. Merci de m'avoir inspiré. Il dit, ah ouais, ah nice, man. Viens-toi au bureau, on va en parler plus en détail. Je rentre au bureau, il me donne le poste d'adjoint. Donc, pendant 4 ans de temps, j'ai travaillé pour lui. Je l'ai vu marcher, je l'ai vu danser, je l'ai vu parler à plein de clients. Et éventuellement, évidemment, il parlait devant un public. Moi, j'avais la phobie de parler ici, là. Alors, si vous me posez la question, à l'âge de 22, est-ce que j'aurais fait ce que je fais actuellement? Non, pas du tout. Je serais tombé. Je serais tombé de la chaise. J'avais la phobie de parler devant un public. Je faisais des vidéos, je faisais plein de choses. Là, j'ai dit, si je travaillais pour lui pendant un certain temps, soit je deviens comme lui ou je deviens meilleur que lui. Et aujourd'hui, je t'aime, Eric, mais t'es bien en arrière de moi maintenant. Alors, ça, c'est mon mentor. Puis aujourd'hui, si je devais, si quelqu'un me pose la question, est-ce que je ferais les choses autrement? Absolument pas. Donc, c'est une conversation qui m'a donné la possibilité de rentrer dans le courtage. C'est une rencontre qui a changé ma vie. Si je n'aurais pas rencontré ce monsieur, ce mentor, je ne serais pas où je suis. Donc aujourd'hui, là, il y a du monde ici. Parlez à tout le monde. Serrez des mains, parce qu'il y a peut-être un partenaire qui vous attend, qui est prêt à vous donner de l'argent. Il y a peut-être un deal ici. All right? Donc, pensez-y à ça. Merci. Donc, ouais, c'est ça. Donc, maintenant, parlons du financement des terrains. Okay. Vous êtes là tous ici pour savoir comment on peut financer des terrains. C'est sûr que le financement de terrain est un défi. Okay? Il y a un défi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revenus dans les terrains. Right? Habituellement, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de revenus, pardon. Donc, contrairement aux immeubles locatifs, les terrains ne génèrent pas de revenus. Donc, c'est beaucoup plus difficile de convaincre une banque d'aller chercher du financement. Les prêteurs considèrent que l'achat du terrain comme du spéculatif. Donc, souvent, on fait beaucoup de spéculation avec les terrains. C'est-à-dire qu'on achète à 500 000, on va subdiviser, on va changer le zonage, et ensuite, on va commander une évaluation pour aller chercher une plus grande valeur, puis on va dire, écoute, si on bâtit ce projet, ça va valoir tel montant. Right? Mais c'est la spéculation. Si tu ne bâtis pas ce projet, ben, ça ne vaut pas tel montant. Donc, c'est beaucoup de risques pour les prêteurs. Donc, la majorité des institutions n'aiment pas trop financer des terrains, puis s'ils le font, ils ont vraiment un portefeuille. Donc, ils ont un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Du moment qu'ils ont atteint par année ce portefeuille, ils n'ont plus d'appétit. Là, probablement, vous avez entendu un voisin qui dit « Hey, moi, je suis allé chercher du financement avec telle banque. » Vous allez voir la même banque, ils disent « Non, on n'est pas intéressé. » On n'est pas intéressé pourquoi? Pour plusieurs raisons. On va apprendre ça aujourd'hui. Donc, il y a 3 types de financement qui existent pour les terrains. Évidemment, la première qui est l'achat cash. Ça, c'est moins attirant pour tout le monde. Donc, c'est acheter le terrain cash. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Donc, souvent, il n'y a pas d'intérêt quand on achète cash. Puis, évidemment, il y a une meilleure position de négociation. Il y a une meilleure possibilité de négocier. Par la suite, il y a le financement traditionnel. Avec les banques, par exemple, chez Desjardins, RBC, ils ont plus d'appétit pour ce type de financement. Ils vont pouvoir aller chercher, ils vont demander un 30 à 50% de mise de fonds, dépendamment de vos ratios personnels. Donc, habituellement, dans le résidentiel, quand on veut acheter un terrain, on va regarder votre bureau de crédit, on va regarder vos ratios personnels, vos dettes, ainsi que vos revenus, pour voir si vous qualifiez. Si vous achetez dans un holding, on va quand même, si ce holding est vierge, c'est-à-dire une compagnie de gestion qui est vierge, on va regarder, vous allez devoir cautionner personnellement. Donc, on va encore regarder vos revenus personnels. Maintenant, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Levez la main qui sont des travailleurs autonomes, des propriétaires d'entreprises ici. Ouais. Donc, vous tous, vous ne déclarez pas beaucoup. C'est une blague. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui ont, ils ne déclarent pas
tout leur argent pour des raisons fiscales. Donc, vous avez plus de difficultés à aller chercher du financement. J'en vois beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va avoir la difficulté de qualifier au niveau résidentiel. Maintenant, par la suite, on a le financement alternatif. L'alternative, c'est quoi? D'abord, il y a les refinancements des immeubles. C'est créatif, ça. Hein? Vous n'avez peut-être pas pensé. Refinancer vos immeubles afin d'acheter ces terrains comptant. On emprunte l'argent d'un prêteur. Le financement créatif, c'est utiliser l'argent des autres. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne qui va vous financer sans aucune mise de fonds, sans aucune garantie. Il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui fait ça, appelez-moi, j'ai envie de le connaître. Par la suite, on a les marges de crédit endossées par les immeubles. Vous pouvez être votre propre prêteur privé, c'est-à-dire avoir une grosse marge de crédit garantie par un immeuble. La difficulté avec ça, le contrainte là-dedans, c'est que c'est projet par projet. Vous ne pouvez pas faire plusieurs projets en même temps avec cette marge de crédit. C'est ça la difficulté. Donc, si vous êtes un investisseur qui en fait plusieurs projets en même temps, c'est ça le problème. Et dernièrement, il y a les prêteurs privés. Les prêteurs privés, là, vous allez me dire, c'est des gros taux d'intérêt, il y a des frais derrière le dossier, il y a certains prêteurs privés ici. Donc, la réalité, c'est que j'en fais des dossiers privés tous les jours. Comment ça se fait que je reçois autant de dossiers? Parce qu'il y a un marché pour cela. Il y a des gens qui enrichissent avec les prêteurs privés. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Les banques peuvent traîner le dossier tellement longtemps. Pardonnez-moi l'expression, ils font chier les banques, hein, on va l'avouer. alors, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du financement avec les prêteurs privés. Pour la rapidité, pour moins de documentation. Donc, des fois, mon plus gros financement que j'ai fait cette année, c'est un 10 millions en 2 semaines. C'est vraiment rapide. Il faut connaître les bons contacts pour pouvoir le faire, mais c'est beaucoup plus rapide. Avec les banques, 10 millions. Avec ceux qui financent plusieurs millions de dollars, vous pouvez savoir que c'est des mois après mois de travail. Donc, ce que les prêteurs regardent, d'abord, que ce soit un prêteur privé, que ce soit des banques traditionnelles, des banques virtuelles. D'abord, c'est l'expérience, votre expérience. Avez-vous déjà acheté des terrains? Si votre objectif, c'est de subdiviser, changer le zonage, aller chercher les permis, avez-vous l'expérience là-dedans? Si vous n'avez pas l'expérience, ça fait peur aux prêteurs. N'oubliez pas, si un prêteur décide de financer, il y a des fortes chances que vous réussissez le projet. Parce que c'est les financiers. Ils financent parce qu'ils croient à votre projet. C'est ça que ça veut dire. L'avancement du projet, les études environnementales, le zonage et les plans d'architecte réduisent l'incertitude. Si vous n'avez pas ce genre d'étapes déjà établies, c'est sûr que ça va être plus difficile. Valeur potentielle du terrain. Une des choses, je vais vous expliquer un peu plus loin, les stratégies que les prêteurs, des promoteurs, des investisseurs mettent en place, c'est avoir une évaluation. Ils vont toujours avoir une évaluation en main quand ils vont présenter le dossier. Alors, si vous êtes en plein acquisition, souvenez-vous, une évaluation, ça peut tellement aider la transaction pour savoir quelle est la valeur aujourd'hui et quelle est la valeur demain. Et bien sûr, la solidité financière. Savoir que vous avez les sous pour pouvoir payer les intérêts. Exemple, commencer le projet. Si vous voulez construire, savoir avoir les sous pour pouvoir commencer. Avoir la porte de sortie. Les prêteurs regardent tout souvent c'est quoi l'exit, c'est quoi le take-out, quel genre de projet vous allez faire, comment vous allez retourner vers les banques, ainsi de suite. Maintenant, il y a le fameux 100%. Vous voulez tous savoir comment aller chercher du financement à 100%, n'est-ce pas? Donc, la première chose qui est moins cool, mais ça existe, et je trouve que c'est le meilleur type de financement, c'est les partenaires. C'est aller chercher des partenaires qui ont des sous. Un prêteur privé charge un taux d'intérêt de 10 à 15%. Un partenaire, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez vous payer quand vous voulez. Comment vous pensez que Luc Poirier, là, est-ce que Luc Poirier est dans la salle? Non? OK. Comment vous pensez que Luc Poirier a détenu son terrain pendant des années? Pensez-vous vraiment qu'il est allé avec un prêteur privé? Ça, il serait en faillite aujourd'hui. Luc Poirier est allé avec des partenaires. Donc,
si vous voulez garder un terrain pendant longtemps, ça peut être dangereux le prêt privé. Donc, des partenaires, ça peut être intéressant. Si vous croyez à votre projet, vous devez avoir une structure vraiment solide, carrée, afin de présenter un partenaire pour aller chercher le financement. Par la suite, puis aussi, au niveau des partenaires, savoir comment lever des fonds. Dans ma carrière, je suis à ma 8e année, je rentre bientôt dans ma 9e année, j'ai levé plus de 20 millions de dollars en financement. J'ai oublié de vous dire, je suis également gestionnaire de fonds privés, donc on prête l'argent des autres. Et la façon qu'on a faite, c'est utiliser l'argent des autres. Alors, j'ai pris l'expérience à montrer à des investisseurs, à des gens fortunés, à des gens qui sont riches, comment protéger leur argent. Ça, c'est quelque chose que si vous venez bon, vous allez avoir la facilité à aller chercher des partenaires. Justement, j'organise un webinaire tout à fait en ligne là-dessus, sur 3 jours. On va l'annoncer ça bientôt. Si vous voulez savoir comment lever des fonds, des capitaux propres, rejoignez-moi à mon webinaire qui va être annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, suivez-moi sur Instagram. Oui, je suis jeune. Instagram, peut-être qu'il y en a qui utilisent Facebook. Alors, c'est Instagram. Vous pouvez me suivre, puis bientôt, vous allez avoir plus de détails là-dessus. Comment lever des fonds, des millions de dollars. C'est savoir, un des trucs, c'est de vous mettre dans les environnements où il y a de l'argent. Je vais vous parler de ça plus tard. Financement du vendeur. Yes. Balance prix de vente. Vendor take-back. Donc, il y a cette possibilité. Comment trouver ces genres d'opportunités? Il y a des vendeurs, il y a des terrains qui sont à vendre pendant très longtemps. Souvent, ces vendeurs sont peut-être désespérés. Ils veulent peut-être aller vendre leur terrain plus rapidement. Donc, à force de connaître ce vendeur, ses intérêts, vous allez voir est-ce qu'il est vraiment motivé à vendre. S'il est motivé à vendre, il peut devenir votre prêteur privé. Mais la beauté avec les vendeurs, c'est qu'ils vont donner un taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'un prêt privé. Donc, rappelez-vous, on parle de 10 à 15 %. Un vendeur pourrait donner à 3 % à 4 %, surtout si son terrain est libre de dette, donc il ne doit pas de l'argent. Lui, là, gagner 3-4 %, il est content avec ça. Right? Vendor take-back, ça c'est un type de financement qui peut être intéressant au niveau de 100 %. Et dernièrement, les prêteurs privés. Les prêteurs privés sont là pour faciliter la transaction. Qu'est-ce qui est important pour les prêteurs privés? Ce qui est important, c'est que vous avez un projet solide. Ce qui est important pour les prêteurs privés, c'est qu'il y a assez d'équité dans le projet. Qu'est-ce qui est important pour les prêteurs privés? C'est la porte de sortie. Oui, ton projet est bien beau, mais comment tu vas nous rembourser? Comment tu vas payer de 12 % pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 24 mois? C'est ça qui est important pour les prêteurs privés. Et les bons prêteurs, dans le monde de prêt privé, il y a 2 types de prêteurs. Il y a les prêteurs professionnels, il y a les prêteurs amateurs. Les professionnels, ils ont un bureau. Vous pouvez probablement trouver sur leur site web. Ils ont des témoignages. C'est des gens qui sont accrédités par plusieurs cabinets de courtage. Exemple. Ça, c'est des prêteurs privés professionnels. Puis il y a monsieur, madame, tout le monde. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils viennent vendre leur propriété et ils veulent prêter leur argent. Il y a des bonnes personnes dans le monde. Il y a aussi des mauvaises personnes dans le monde. Ça prend tout un monde pour faire le monde. Right? Donc, il y a des gens qui prêtent leur argent pour vous causer des troubles. J'en ai vu des histoires d'horreur. J'en ai vu des situations extrêmement difficiles. Je me rappelle, ça m'a vraiment touché le cœur. C'est une vieille madame, âgée de 80 ans, qui perdait sa propriété au jour de Noël par un prêteur privé. Il faut vraiment être sans cœur, puis il n'y avait pas de solution du tout. Elle devait quitter au jour de Noël. Alors, des fois, on peut être humain, on peut donner une 3e chance de plus, surtout s'il y a des professionnels derrière qui supportent cette madame. Bien sûr, nous, on était là pour pouvoir dire, écoute, on est capable de trouver du financement ailleurs pour te rembourser. Malheureusement, il ne voulait rien savoir. Il voulait son argent, il voulait mettre madame dehors. Donc, il y a ce type de prêteurs dans le marché. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, ne réglemente pas encore le financement privé. Éventuellement, ça sera fait. C'est une question de temps.
Puis vous allez voir que ça va être un peu plus difficile d'aller chercher de l'argent des autres, surtout l'argent des prêteurs privés qui sont parmi nous ici. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde. All right? Oui. Toujours motivé? Oui. Excellent, excellent. Parfait. Donc, on va parler des cas réels aujourd'hui. Okay? Vous donner des idées de comment aller chercher du financement 100%. D'abord, on a un financement d'un futur AW. On fait beaucoup de financement 100% pour des bâtisses commerciales. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce programme. Si vous allez occuper votre entreprise dans un immeuble commercial, vous pouvez aller chercher jusqu'à 100% de financement. C'est génial, non? 100% de financement. Comment le faire? Donc, rapidement, vous devez occuper 51% de l'espace commercial. Et il faut avoir minimum 2 à 3 années d'état financier solide. Encore, pour mettre ça encore plus simple, si ça coûte 10 000 $ par mois d'hypothèque avec toutes les dépenses de l'immeuble, il faut que vos revenus nets permettent de payer 10 000 $ par mois. Aussi simple que ça. Évidemment, c'est un peu plus complexe, mais ça vous donne une idée. Donc, le financement d'un AW, on est allé chercher du 100% de financement. Au départ, en fait, il va attendre au next slide pour vous présenter. Ensuite, on a le financement d'un terrain financé 100% par un prêteur privé et stratégie pour les développeurs. Right? Donc, le contexte du projet. Une cliente souhaite acheter un terrain de 600 000 pour le développer. Elle a déjà un acheteur potentiel qui veut l'acheter à 1,1 million de $. Mais elle doit d'abord obtenir les permis. Problème, elle n'a pas la mise de fonds. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Elle achète à 600 000, valeur potentielle 1,1 million. Il y a des mathématiciens ici? Ça donne combien? 500 000 de profit? Right? Le montage initial, elle veut donc se financer via le privé en offrant plusieurs propriétés en garantie, incluant celle de son père et de son partenaire. Le montage initial était trop levier pour un seul prêteur, donc on a repensé la structure avec 2 prêteurs distincts, chacun avec son risque bien contrôlé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a 2 scénarios. Et l'objectif, c'est d'aller chercher du financement à 100%. Donc, le terrain vaut 600 000 avec les taxes. L'objectif, c'est de développer puis revendre à 1,1 million de $. Aucun cash disponible. Donc, on a besoin d'un prêteur privé. Au départ, si on calcule, la valeur de la propriété de son père vaut 850 000 avec un solde de 490 000. Souvent, beaucoup de clients ne savent pas que, habituellement, quand on calcule l'équité, ils vont calculer 850 000 moins 490 000. Mais la réalité, les prêteurs privés, ils vont regarder, même si c'est une garantie collatérale, ils vont toujours aller avec un buffer de 25 %. Donc, ils vont aller chercher, ils vont regarder à 75 % de la valeur. Exemple simple, si ça vaut 1 million, tu veux donner ta propriété en garantie d'1 million et tu as 500 000 d'hypothèque. Pour vous, vous avez 500 000 d'équité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui! Aïe, aïe! Je vais m'endormir, là. 500 000 d'équité. À 75 %, c'est 250 000. À 75 %, c'est 750 000. Donc, 750 000 moins 500 000. Pour un prêteur privé, il y a 250 000 d'équité. C'est comme ça qu'on calcule, même si c'est une garantie collatérale. Par la suite, il y a la propriété de son partenaire à l'aval. La valeur de la propriété est 900 000 avec un solde de 295 000. Équité pour un prêteur privé, 75 % 380 000. Donc, on achète le terrain à 600 000. Total de garantie. Comment on calcule le total de garantie? Si on prend la valeur de la propriété de son père, on prend la valeur de la propriété de son partenaire, on prend la valeur du terrain, le prix d'achat, on parle d'une valeur de 2 350 000. Et la totalité des dettes, avec toutes les hypothèques dans chacune de ces propriétés, plus le terrain à 600 000 d'hypothèques, on parle d'une valeur de 1 385 000. Donc, on parle d'un ratio prix-valeur. Donc, les prêteurs privés, le calcul simple. Okay, si vous maîtrisez ça, guys, vous avez déjà un bac en financement privé. Donc, comment on maîtrise ça? C'est quoi le ratio prix-valeur? That's it. Déjà là, vous connaissez votre ratio prix-valeur, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Donc, maintenant, ratio prix-valeur, 58 %. Si on divise 2 millions
2 350 000 par 1 385 000, on parle de 58 %. Ma question, il y a un piège ici. Ma question, est-ce qu'on peut financer ce projet avec la structure telle qu'elle? Oui? Pourquoi? Yes, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Pourquoi? Je pense que peut-être un privé reconnaîtrait la valeur de 1.1 avec un bail. Il y a des évaluations sur toutes les propriétés, on a tout vérifié ça, les valeurs sont bonnes. Y a quelqu'un d'autre? Personne? Alors, je vais vous donner. Donc, la raison est qu'il n'y a pas de flexibilité. On prend toutes les propriétés en garantie. Et en tant que courtier hypothécaire, c'est quoi mon objectif? C'est vous protéger. C'est de connaître vos objectifs. Si vos objectifs, c'est d'acheter plus de projets, plus de terrains, plus d'immeubles, je ne veux pas vous coincer avec plusieurs garanties sur tous les immeubles. Je veux m'assurer de vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé avec différentes structures. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé chercher une deuxième hypothèque sur la valeur, sur la propriété de son partenaire. À 75 %, on part de 380 000 $ d'équité qu'on peut sortir. À 15 %, oui, c'est beaucoup. Attendez un peu. Et le deuxième prêteur, on a pris le terrain. Oh, ça, c'est la mauvaise version. Donc, je vais quand même le dire. Qu'est-ce qu'on a fait pour le deuxième prêteur? C'est qu'on a pris seulement le terrain en garantie. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce 380 000, on l'a injecté comme mise de fonds, donc 600 000 moins 380 000, on a besoin d'un financement de 220 000. On n'a pas besoin de garantie collatérale. Donc, la propriété de son père est toujours disponible. N'oubliez pas, parce que son objectif, c'est de développer, aller chercher le permis et de vendre à son acheteur. Mais si son acheteur, finalement, il dit « Ah, ben, tu sais quoi? Laisse faire. » Tout son projet est à terre. Mais elle a donné toutes ses propriétés en garantie en plus. Mais si elle veut développer, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a plus d'argent. Au départ, il est venu me voir parce qu'elle avait besoin de mise de fonds pour aller chercher du financement. Donc, garder sa propriété intacte, la propriété de son père intacte, ça permet de, si jamais elle change d'avis, elle veut développer, elle veut construire, on peut aller chercher de l'argent là-dedans. Vous comprenez? Oui. Donc, la deuxième structure est une meilleure solution. Ça doit coûter un peu plus cher. Par contre, c'est une meilleure structure, parce qu'oubliez pas, vous avez des investisseurs immobiliers, votre objectif, c'est de financer plusieurs projets, c'est de continuer à avancer. Ça ne peut pas bloquer. Le deuxième cas, le financement d'une acquisition de terrain dans l'objectif de construire un AW. Donc, le client, il vient me voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les clients, ils viennent toujours me voir comme dernière minute. Là, je dois faire un miracle. Il y en a qui rient. Parce que... Alors, donc, il vient de dernière minute, puis là, je suis comme tabarnouche. On m'appelle Monsieur Solution. Ouais, donc, il y a une raison pourquoi, parce qu'on trouve toujours des solutions à tout. Donc, il restait 2 semaines. Donc, une histoire rapide. Donc, le client, il avait mis une offre sur un terrain. Le terrain, il a essayé plein de méthodes. Il est allé voir les banques, ils ont tous refusé. Donc, il s'est fait référer vers moi. Et là, j'écoute son histoire. Il me dit, c'est j'ai 2 semaines. Il faut que tu trouves une solution. Je veux absolument le terrain et l'opportunité d'avoir AW comme locataire. Un AW, c'est considéré comme un AAA client, un client AAA. Souvent, c'est des baux de 10, 15, 20 ans. Imaginez avoir McDonald's. McDonald's, ils ont leur propre bâtisse, mais Tim Hortons, exemple, pendant 20 ans. C'est génial, hein? C'est génial. Donc, il est en négociation pour avoir AW après la construction. Donc, il voulait acheter le terrain pour construire un immeuble pour accueillir AW.
le problématique, habituellement, ce financement aurait pu passer dans une banque. Et la problématique avec ce dossier, c'est qu'il est en négociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas terminé. Ça veut dire que s'il n'a pas encore signé un contrat avec AW, comme quoi qu'ils vont venir dans son immeuble. Donc, les banques, pour eux, ça vaut 2 cents. Il y a pas... c'est pas conclu encore. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé encore une fois vers un privé qui, lui, tant que longtemps, ça oui, c'est intéressant dans AW, mais il regarde, les prêteurs privés regardent toujours le pire scénario. Dans le pire scénario, AW ne vient pas, il doit changer de projet, il doit aller chercher un autre locataire. Donc, dans un cas, qu'est-ce que tu me donnes en garantie? Les garanties qu'il a offertes, c'est un premier rang sur la propriété à Drummondville, un premier rang, puis une autre condo commercial qui est libre d'hypothèque à Trois-Rivières. Right? Donc, il donnait 450 000 clair, donc une valeur de 450 000 sans hypothèque. Donc, on achète à quoi? On achète à 875 000 à 450 000 de valeur, on parle de 50% d'RPV. Voilà, on est allé chercher un financement privé à 100%, sans problème, avec un prêteur privé, car il donnait 2 propriétés, non seulement une, 2 propriétés. Donc, pour les prêteurs privés, c'est un bijou comme dossier. Ils vont le financer avec les yeux fermés. Oui? Jean, quand c'est construction pour un projet, c'est pas 120% des coûts de construction pour pouvoir les financer, ça? Dans le privé? Non. Pas privé, avec les banques, si le bail arrête ici. Oui, ils vont même donner l'argent pour les rénovations, la construction, puis les soft costs, les hard costs, ils vont vraiment vous donner un tapis rouge. C'est AW, on parle ici. Alors, ils vont vraiment donner le tapis rouge. Si vous apprenez à aller chercher des clients AAA, il y a justement un coach qui fait ça. Il s'appelle Jeff Carrière. Très bon coach. Chaque fois que j'ai des références de lui, les clients sont impeccables. Il apprend du monde comment aller chercher des clients AAA. Jeff Carrière. Et dernièrement, ça, quand j'ai appris que ça existait, pour vrai, j'étais comme, wow, c'est genre, comment est-ce possible? Il y a encore des promoteurs qui le font. C'est des types d'investissements intelligents. C'est des stratégies très, très avancées. Puis encore là, c'est très simple aussi quand on y pense. Il y a des promoteurs, il y a des investisseurs qui vont acheter le terrain, ils vont mettre sur contrat, ils vont faire signer une offre d'achat acceptée. Ils vont commencer les plans pour dézoner, pour aller chercher les permis. Ils vont commander une évaluation. Et sur l'évaluation, ils vont évaluer d'une façon avec le projet. Donc, exemple, si le terrain vaut 500 000, avec le projet, ça vaut 1,5 million. Ils vont dire, voici une évaluation faite par une firme d'évaluation réputée. Voici un projet, avec le projet dans le terrain. Ils vont demander 50% de financement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la propriété, le terrain vaut 1,5 million, à 50%, on parle de combien? 750 000. Donc, le prix d'achat est de 500 000. Non seulement ils ont eu l'argent pour acheter le terrain, puis en plus de cela, 250 000 de plus pour payer leur soft cost, leur salaire. C'est génial. Il y a beaucoup de promoteurs qui font ça. Puis au début, quand j'ai appris cette stratégie, une des raisons pour que j'adore ce métier, c'est que je vois tout le temps des transactions complètement différentes, une après l'autre. Puis j'apprends aussi avec les investisseurs. Il y a des investisseurs super intelligents dans le marché qui font des choses pour aller chercher du financement. Alors, ça, c'est génial. N'oubliez pas, par contre, si on finance 750 000, exemple 12%, on parle de combien? 7 500 par mois. Si le projet, c'est dans 12, 24 mois, 36 mois, il faut avoir 7 500 pièces par mois. Mais saviez-vous que les prêteurs peuvent financer 100% des intérêts? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ici qu'on peut prépayer les intérêts? on peut prépayer les intérêts. Maintenant, la question, si je présente le dossier à M. François, est-ce que tu l'accepterais? Non, right? Pourquoi? Parce que tu n'as
relation avec ses prêteurs. Si c'est ta 10e, 15e transaction, peut-être que M. François, il va dire, you know what, il m'a fait faire beaucoup d'argent. Il a toujours été carré dans ses remboursements. Je n'ai pas de problème à financer 100% avec une évaluation future. Mais si tu viens au premier contact demander 100%, tu vas avoir de la difficulté. L'autre façon de le faire, c'est, je demande ma salaire ici, un courtier hypothécaire comme moi, qui envoie des millions et des millions en transactions aux prêteurs privés, et nous, on bâtit des relations avec ces prêteurs également. Donc, j'ai aussi une historique avec ces prêteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait que tous mes dossiers, c'est souvent des dossiers clean cut. Donc, pour un dossier comme celui-là, peut-être qu'il va l'accepter si je cautionne le dossier. Évidemment, quand je cautionne pas tous les dossiers. Il faut vraiment avoir un historique avec moi comme client également. Donc, si vous n'avez pas de relation, un courtier hypothécaire peut solidifier cette relation. Est-ce que vous avez des questions ici? Non, c'est clair? C'est bon. Donc, stratégie pour faciliter le financement. OK? Pour résumer, l'étude préliminaire. Les études préliminaires, les tests de sol, rassurent les prêteurs. Elles démontrent votre sérieux et réduisent les risques de projet. Plan d'identification. Un plan d'identification bien conçu peut multiplier la valeur du terrain. La stratégie de tantôt, c'est l'identification. Les prêteurs voient immédiatement le potentiel de rendement. Modification du zonage. Les démarches de changement de zonage peuvent transformer un terrain ordinaire. Certaines municipalités comme Valleyfield et Mirabel peuvent particulièrement réceptibles. Conseil d'experts. Bien s'entourer avec des gens qui ont une expertise là-dedans. Ça peut changer complètement votre projet. C'est pas mal ça, guys. Mais attention. Donc d'abord, si vous avez des questions, suivez-moi en scannant le code ici. Je n'ai pas de carte d'affaires. Les cartes d'affaires, je vais vous le donner, vous allez les mettre chez vous, dans un coin, vous allez l'oublier. Si vous me suivez sur les réseaux, je vais vous bombarder avec les vidéos. On en fait des vidéos. Donc ça va vous donner beaucoup de... On en fait des vidéos sur comment aller chercher du financement par plusieurs méthodes de stratégie. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, OK? Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse ici Elevate? Yes, sir. Amazing. Donc, Elevate, c'est une conférence internationale qui va se passer ici à Montréal. Conférence internationale qui va se passer ici à Montréal. Attends un peu, on est à Montréal? Effectivement. Elevate, c'est une conférence qu'on a commencé l'année passée. On était 900 personnes au Palais des Congrès de Montréal. J'ai invité Ryan Serhant, l'un des plus gros courtiers immobiliers au monde. J'ai invité Olivier Primo, un multimillionnaire du Québec. J'ai invité mon idole, Sugar Sammy, mon cousin. J'avais Sugar Sammy qui était là. On était 900 personnes à partager des conseils, des trucs. Cette année, on vise encore plus haut, 1500 personnes. La vision derrière Elevate, c'est qu'on veut changer la scène montréalaise. C'est-à-dire que Montréal n'est pas connu pour des grandes conférences d'envergure. J'étais beaucoup dans le développement personnel. À l'âge de 22 ans, quand j'ai commencé, j'avais aucun soutien. Mais j'ai vu du monde réussir. J'ai vu du monde voir très grand. J'ai vu du monde avec des rêves très grands. Et je me suis dit, si lui peut réussir, je peux réussir aussi. Et une des façons que j'ai développé ce mindset, c'est en allant dans les conférences. Puis malheureusement, souvent ces conférences étaient données aux États-Unis. Les États-Unis, les Américains, même si on a des tarifs aujourd'hui qui s'en viennent, les Américains, on doit l'avouer, c'est des grands rêveurs. The American Dream. Donc j'allais souvent aux États-Unis. Il y a du monde qui connaît Grant Cardone ici? Oui. Tony Robbins? Oui. Donc tout ce monde-là, ils ne viennent pas ici. Ils font là-bas. Pourtant, Montréal, c'est la deuxième plus grande ville économique au Canada. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça ici? Il y a du monde... Comment? On apprend l'anglais alors? Hey? La langue business, c'est quoi? L'anglais. Alors, j'adore le français, mais je vise le monde entier, donc on doit apprendre l'anglais. Donc maintenant, je t'adore. Alors là, donc pour revenir à ce que je disais, l'objectif
c'est d'organiser des conférences où les Américains, les Canadiens, les Québécois se retrouvent dans une salle. Ça va être fait ici à Montréal. On vise 1500 personnes. On a déjà 500 billets vendus déjà sur 1500. On est à 5 mois de l'événement. Donc, ça se vend comme du pain chaud. Et tantôt, je vous ai dit quelque chose. Right? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que pour lever des fonds, j'ai organisé un webinaire. Puis dans les conférences comme ça, il y a beaucoup d'argent. Dans les conférences comme ici, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi il y a beaucoup d'argent? Vous êtes tous ici avec les mêmes intérêts. Aller chercher du financement, rencontrer des investisseurs, rencontrer des promoteurs. Imaginez 1500 personnes qui ont le même mindset d'apprendre sur la business. Le titre de la conférence, c'est l'immobilier, vente et marketing. Pourquoi vente et marketing? Notre objectif, c'est de remplir ce centre Bell dans quelques années. On ne peut pas le faire seulement avec du monde de l'immobilier. C'est impossible. On veut du monde de tous les domaines. C'est-à-dire vente, tout le monde a besoin d'apprendre sur la vente, tout le monde a besoin d'apprendre sur le marketing. Donc, scannez ce code, venez en grand nombre, ça va être épique, vous allez vivre une expérience. C'est en septembre, 17, 18, 19 septembre. Présentement, il y a des rabais. On ne donne plus de rabais parce que ça se vend comme du pain chaud. On a du monde de Winnipeg, de Vancouver, de Ontario qui achètent des billets. Les Québécois, vous devez être les premiers à acheter, n'est-ce pas? Pour supporter le Québec. All right? Donc, c'est pas mal ça. On a Andy Elliott comme conférencier principal. Andy Elliott, c'est un des plus gros coachs en vente actuellement. Le gars, il va venir ici puis il va chauffer la salle. Il y a vraiment une façon très militaire de donner ses conseils. Ça va shaker certaines personnes, mais ça va être un show. All right? Donc, on a Pierre-Charles Jolicoeur. C'est ma compétition. Je dis souvent, je blague souvent qu'il est un peu moins beau que moi. Mais on le supporte, c'est dans la même industrie. On a Pierre-Charles Jolicoeur, on a Neil Dingra, un Américain qui est le gourou en marketing qui va être là. On a Sonia Sarbatani, ça c'est un woman coach. Elle pousse les femmes à faire plus. On a Mark Shapiro. Mark Shapiro, pour les gens qui ne connaissent pas, il vient de Miami. Il a des milliards de dollars en gestion. Puis je ne sais pas à quel point vous adorez Donald Trump ici. Là. Probablement personne n'aime Donald Trump. Par contre, lui, il y a des actifs avec Donald Trump. Donc, c'est un investisseur. Elle ne veut pas venir. Juste pour vous donner l'ampleur de cette conférence. Right? On a Daniel G qui est un autre coach en vente. On a d'autres conférenciers qu'on va annoncer. Ça va être insane. Puis ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou ils ont un peu plus de difficultés, on a des traducteurs en direct, comme à l'ONU. Alors, scannez ce code. Je vous vois en grand nombre. Merci tout le monde.